commence d'abord cette édition par ce qui s'est passé à l'Élysée aujourd'hui, un discours du président de la République qui s'adressait à des chefs d'entreprise lors d'une réunion à l'Élysée. Et pour en parler, je vous laisse d'abord nous présenter nos premiers invités, nos débatteurs de ce soir. Ce soir, on est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, Blanche. Bonsoir. Avec Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Bonsoir. Pablo. Avec Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Frédéric, on accueille sur ce plateau nos deux invités. Fabien Villedieu, délégué du syndicat Sudrail, bienvenue sur ce plateau. Et puis Edwige Chevrillon, bonsoir à vous. C'est votre première fois avec nous? Absolument, tout à fait. Bienvenue. Bienvenue, rédactrice en chef du grand journal de l'Écho sur BFM Business. Bienvenue à vous. Vous allez avoir du boulot avec moi parce que pour l'économie, je suis pas un On cadre. va essayer, on va essayer. Autant vous dire. On va essayer, d'accord. On va donc revenir sur Je suis cette prévenue. petite phrase d'Emmanuel Macron. Il présentait, vous l'avez dit à l'Élysée, un nouveau programme pour accompagner la montée en puissance de certaines petites et moyennes entreprises. Et il tape du poing sur la table, le président. On l'écoute. Je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. Et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, qu'on serait arrivé. Quand j'écoute les grands débats, au fond, oui, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer. Pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Quiconque pense que le temps est au repos, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont pour certains en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde. Réveillez-vous. Alors, on a tout de suite envie de vous demander, Edwige Chevrillon, si ce réveillez-vous, c'est le traverser la rue, évidemment, mais adressé aux entrepreneurs cette fois. Oui, c'est un peu la même chose. Alors, il était devant un parterre d'entrepreneurs, plutôt des petites entreprises, hein, même s'il y avait tout le patronat, les syndicats patronaux, comme on dit, qui étaient représentés devant lui. Mais en fait, ça rappelle évidemment à cette expression, il suffit de traverser la rue. C'est peut-être, j'ai envie de dire, lui aussi peut se réveiller, Emmanuel Macron, parce que là, c'est sûr qu'il y a des discussions assez violentes entre les syndicats patronaux et le gouvernement sur l'histoire de cagnotte, et puis sur l'histoire de réforme des retraites, feuilleton 2. Mais pour l'instant, on a un gros problème en France, c'est 3 000 milliards de dettes. Donc on attend les réformes, il faut quand même qu'il essaye, Emmanuel Macron, de trouver des économies. Et là, il dit aux partenaires sociaux, aux gens qui sont devant lui, il faut que vous fassiez vous-même des réformes. Donc c'est là où quand même il y a une ambiguïté un peu étonnante. Et puis surtout, c'est qu'il dit, et là il a raison pour le coup, c'est vrai qu'en France, il y a 355 000, c'était les derniers chiffres, hein, emplois non pourvus, notamment chez les restaurateurs. Vous qui aimez bien les restaurants, Laurent Ruquier, vous savez bien, et l'hôtellerie, si, je vous écoute souvent. Il y a des tas de restaurants. Moi qui mange à la maison tous les soirs en rentrant d'ici, mais bon, allez-y. Il y a des tas de restaurants et d'hôtelleries où on peut pas, ils n'arrivent pas à fournir des dîners, à suivre. Donc, Alors qu'il y a 7% de chômage, c'est ce qu'il dit. 7,4% de chômage même, parce que ça y est, c'est en train de remonter. C'était 7,2, on est à 7,4. Donc c'est un peu comme ça qu'on se trouve confronté à une ambiguïté, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 400 000, on va dire, emplois non pourvus. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent... Et à qui la faute alors? Pourquoi ce déséquilibre? Pourquoi il y a plus de 300 000 emplois non pourvus et un peu plus de 7% de chômage? Je pense que un peu de deux, je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche. Non, mais il y a quand même... Elle a fait exprès de dire de gauche. Oui, j'ai fait gauche, parce que vous avez fait exprès de le mettre à ma gauche, j'imagine. Non, c'est que il y a des problèmes de rémunération. Dans l'hôtellerie, c'est évident, l'hôtellerie-restauration, aussi dans tous les métiers d'agents de service. Il y a un problème aussi de... C'est vrai, mais pardon. Oui. Je vous interromps parce que ce que je comprends pas, c'est qu'il aura beau dire au patron réveillez-vous, ils demandent que ça, les patrons justement d'engager des gens. Ils ont du mal à les trouver. Je vois pas comment ils peuvent les trouver, puisque manifestement, il y a personne qui se présente. Il y a personne qui se présente, ça c'est clair. Hein. Mais il y a une question de rémunération. Beaucoup, on voit bien qu'il y a des branches, comme on appelle ça les branches. Vous travaillez dans la branche hôtellerie, vous travaillez dans la branche de service, où les salaires sont en dessous du SMIC. Donc les conditions de travail sont très difficiles. Alors ça sous-entend réveillez-vous. Payez-les mieux?
Évidemment, parce qu'il y a des branches qui doivent du reste augmenter les salaires. Là aussi, il y a un autre bras de fer avec le MEDEF, où le gouvernement dit vous devez absolument augmenter, trouver des meilleures conditions de travail. Donc, vous voyez, On va demander à Fabien Vidieu ce qu'il en pense là. Justement, c'est un problème de salaire, le fait que les entreprises ne trouvent pas toujours le personnel dont elles ont besoin. Oui, c'est un problème de salaire, mais avant de répondre à ça, je veux dire que je suis quand même d'accord avec un point qu'a développé Emmanuel Macron, c'est qu'on ne vit pas dans le même monde. Voilà, ça c'est sûr qu'on ne vit pas dans le même monde. Aujourd'hui, il y a un monde de pauvres qui augmente, y compris des salariés pauvres, y compris des femmes qui sont en temps partiel et qui travaillent et qui sont pauvres. Il y a... Parce que mal payés. Parce que très mal payés, voilà. Il y a 9 millions de pauvres en France, 500 000 de plus en un an. On a pris 500 000 pauvres en plus en un an. On a les restaurants du cœur qui expliquent qu'ils ne vont pas savoir comment absorber les personnes qui vont venir, qui vont être obligés de les refuser. Et dans les personnes qui viennent, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent même pas à se chauffer. Enfin, on en est là. Il y a des gens qui refusent de se chauffer l'hiver. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le problème, c'est pas seulement le chômage, c'est que même quand on travaille, on n'a pas forcément de quoi vivre. Et oui, et évidemment, la solution, elle passera par augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. Enfin, si on n'arrive pas à embaucher, c'est que les salaires sont trop bas. Mais parce que il y a le problème. Il y a un moment donné, les choses sont simples. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est marrant parce que les libéraux passent leur temps à me parler de loi de l'offre et la demande. Et bien, si effectivement, vous n'arrivez pas à avoir des personnes qui viennent, c'est que les salaires sont pas assez rémunérateurs. Les salaires nets, parce que les salaires bruts sont plutôt pas mal. Le problème, c'est ce qu'il y a à la fin. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que les charges. Les charges sociales, sont tellement énormes. Et pour le patron aussi. Moi, les charges, c'est chacun, c'est une charge pour les patrons, c'est des cotisations, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois la différence entre le salaire brut d'un employé moyen, qui est plutôt correct, et ce qu'il peut dépenser à la fin, c'est une vraie question. Pardon, je vais revenir loin dans le temps, mais parce qu'on est en train de parler d'un secteur, et d'ailleurs on l'a dit au moment de la discussion sur la loi immigration, c'est le secteur en tension de la restauration. Absolument. On a du mal à trouver du personnel. Mais justement, j'ai souvenir, c'est lointain dans ma mémoire, mais j'ai souvenir quand même que Nicolas Sarkozy, je crois que c'est lui, avait fait passer la TVA à 5,5 en disant... C'était Chirac. C'était Chirac, c'était Chirac. Mais je me demande si c'était pas Nicolas Sarkozy qui était... Le premier c'était Chirac, et en fait, les restaurateurs n'ont pas... au budget. Absolument, je crois qu'il était au budget. Voilà, il était au budget, et c'est Nicolas Sarkozy, ministre de Chirac président. De Jacques Chirac, vous avez raison tous les deux alors. On a raison tous les deux, je crois. Et en tout cas, la TVA à 5,5, c'était pour dire... Les salariés vont être mieux payés. Non, ça n'a servi à rien. Est-ce que ça a eu un effet? Mais non, au cas. Enfin, si, ça est tombé dans la poche des restaurateurs. Voilà le problème alors. Donc ça a servi à rien. Donc c'est pas une bonne idée. Par contre, il faut augmenter les salaires. Après, il y a effectivement un problème de charge. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas demander. Enfin, quand on entend le président dire, vous l'avez dit, Edwige, les petites et moyennes entreprises, réveillez-vous. Ils viennent de se prendre une claque énorme avec le prix de l'énergie. Et à ces gens-là qui pour beaucoup ont dû licencier, etc. Vous dites, ah ouais, mais vous payez pas assez les gens. Et regardez ce qui s'est passé ces derniers, ces derniers mois. Je vous donne la parole, mais Blanche Léridon et Pablo vont parler à Merci Laurent. Moi, ce que je trouve effectivement un peu désolant avec cette séquence, c'est qu'une fois encore, le règne de la petite phrase vient anéantir tout le sujet de fond qui avait précédé et qui est important. De quoi est-ce qu'il parlait le président? Et on le voit quand on est en plan large sur les vidéos de la captation de sa prestation à l'Élysée. Il venait parler d'un nouveau programme pour promouvoir les ETI en France. Qu'est-ce que c'est les ETI en France? C'est 3,4 millions d'emplois. Je crois que c'est 25% de l'emploi total. Les entreprises de taille intermédiaire. De taille intermédiaire, donc entre 400 et 5 000. C'est la taille supérieure au PME. Voilà, exactement. 250 salariés. Voilà, et c'est quand même 75% sont basés soit en zone rurale, soit dans des villes moyennes. Donc c'est une base territoriale qui est absolument majeure. C'est un 1000 milliards, je crois, d'euros de chiffre d'affaires. C'est un potentiel qui est absolument considérable. Et on sait que c'est un réseau qui, en France, n'est pas assez développé. Il y a 5400 entreprises de taille intermédiaire en France. Je crois qu'il y en a 12 000 en Allemagne, 10 000 au Royaume-Uni. Et donc, l'ambition, c'était de porter cette dynamique-là autour de la création d'emplois. Et qu'est-ce qu'on en retient? On en retient encore une fois la petite phrase. Réveillez-vous. Réveillez-vous et le mépris. Et ça, je trouve ça dramatique. Et je ne comprends pas que le président de la République se mette des bâtons dans ses propres roues. En se lâchant avec des petites phrases pareilles. En concluant des discours qui sont importants et qui portent sur une politique qui est porteuse et qui doit être assez fédératrice de cette façon-là. Oui, deux petites choses. D'abord, sur le plan s'appelle Étincelle, parce que ça commence par ETI, voilà, entreprise de taille ETI. Bon. En fait, qu'est-ce qu'il propose?
avoir un dubitatif. brainstorming pour trouver ça. Ou alors qu'il a Avec des payé, énarques. non, ou alors il a payé une boîte McKinsey ou je ne sais Oui, quoi, c'est je ne sais pas possible. combien de milliers d'euros pour, on ne sait pas. Mais la proposition de ce plan, en gros, c'est de dire, on va en choisir quelques-unes, une cinquantaine, une centaine de ces ETI, et on va les booster. On va avoir des petits groupes de fonctionnaires ou de gens de la Caisse des dépôts ou que sais-je, qui vont bosser pour essayer de faire des simplifications administratives pour qu'après elles passent de 250 à 500 à, on peut imaginer, 1000 salariés, qu'elles se développent, quoi. Bon, le concept en fait d'Emmanuel Macron, c'est toujours de choisir les meilleurs et d'essayer de les faire grossir. Mais il ne réfléchit pas en fait sur la globalité, même s'il dit oui, on va quand même simplifier. Non, mais l'idée, c'est que ce sont des entreprises qui créent des emplois. Quand on aide à développer des petites entreprises. Mais c'est vrai. Mais le problème, il faudrait aller effectivement sur la formation, sur la mobilité dans les territoires. Exactement. Mais le problème, je vais répondre à ce que disait Blanche. Blanche disait, on retient la petite phrase. Mais c'est parce qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il présente ce plan, il fait aussi de la politique générale. Et il parle d'économie. Et il explique sa vision de l'économie. Et ce qu'il dit, moi, ce qui m'a le plus choqué, bon, il y a la phrase qu'a notée Fabien Villedieu sur le fait qu'on n'est pas dans le même monde. Effectivement, on n'est pas dans le même monde. Mais il y a aussi la phrase où il dit redistribuer, c'est revenir en arrière. Mais moi, je suis désolé, mais en fait, c'est la clé. La redistribution, c'est la clé. Parce que on parle de la paupérisation de nos salariés et de la paupérisation aussi de ceux qui ne sont pas salariés. Mais on ne parle pas de la façon dont certaines personnes, dans certaines entreprises, et je pense notamment aux actionnaires et au patronat des grandes entreprises, s'en mettent plein les poches. Ils ont encore... Ils payent plus d'impôts ici qu'ailleurs. Ne prenez pas le travail de Fabien Villedieu qui n'a plus rien à voir à dire derrière vous. C'est quand même, ils ont encore les entreprises du CAC, les patrons des entreprises du CAC 40 ont mais encore là, ils n'étaient pas là. Mais peu importe. Mais c'est ça. Mais ils n'étaient pas là. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient quand même représentés. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on partage la valeur ajoutée qui est créée dans ce parti. Nous sommes le pays le plus redistributif au monde. Il faut continuer. C'est une fierté. C'est le fameux, on n'a pas encore cité le mot, le fameux ruissellement dont on a parlé. Mais c'est pas ruissellement. Il faut que les ouvriers, les salariés reprennent le pouvoir sur leur entreprise. Alors, Fabien Villedieu. Moi, j'essaye d'expliquer depuis un certain nombre d'années qu'aujourd'hui, il faut payer notamment les agents de la production. On a eu toute une série de métiers où il y a eu l'instauration du télétravail. Voilà. Et ben la production, il n'y a pas de télétravail. Ça n'existe pas. Les femmes de Moyen-Âge, il n'y a pas de télétravail. Dans les grandes surfaces, il n'y a pas de télétravail. Et ben si vous ne payez pas les gens, et à un moment donné, il y a un principe de réalité. Si les gens ne viennent pas, c'est que les salaires ne sont pas assez attractifs. On peut avoir toutes les phrases, tous les discours, tout ce que vous voulez, tout le pipeau. Et on peut être très bon, y compris je peux être très bon là-dessus. Si les gens ne viennent pas, c'est que ce n'est pas assez attractif. Et il faut redonner de l'attractivité dans les métiers de la production, parce qu'il y a eu un petit rappel en 2020. La production, quand tout va mal, c'est ceux qui continuent à faire tourner la France. On se souvient des métiers essentiels. Pardon, je dis, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était bien content de trouver les caissières de supermarché, les éboueurs. Et 3 ans après, on les a oubliés. Oui. On les a oubliés. Les caissières, plus personne n'en parle. Les femmes de ménage, plus personne n'en parle. La restauration, plus personne n'en parle. Il faut augmenter les salaires et redonner de l'attractivité. Quelle est la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron là-dedans, dans les salaires? Et la conférence sur les salaires, il y a eu la lieu quand même, mais on ne sait mais quelle est la marge d'Emmanuel Macron comme ça sur les salaires? En fait, il peut pas. Non, mais sur l'augmentation des salaires, la seule chose qu'il peut faire, c'est augmenter le SMIC. Et donc à ce moment-là, mécaniquement, il l'a fait un petit peu, donc mécaniquement, ça augmente certains salaires, les plus bas salaires. Mais en revanche, sur votre salaire, sur nos salaires, il ne peut rien faire, c'est les entreprises qui décident. Donc de ce point de vue-là. Mais il y avait toute une logique quand même derrière, ça s'adressait, lorsqu'on suit l'actualité économique et sociale, c'était par rapport, il y a un bras de fer pour piquer dans la caisse de nos retraites complémentaires, Agir Carco, il y a 1 milliard qui traîne, il y a 10 milliards aussi qui traînent, et le gouvernement veut les prendre, veut les piquer, cette cagnotte. Et les syndicats, tous les syndicats ont dit, niet, vous n'allez pas toucher à notre cagnotte. Agir Carco. Et donc, c'est pour ça qu'il a envoyé aussi, c'était une manière de répondre aux partenaires sociaux qui étaient devant lui. Fabien Villedieu et après Fred Hermel. Je rebondis sur ce que vous dites. On augmente le SMIC, parce que le SMIC est aujourd'hui calé à l'inflation, ce qui est bien. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le SMIC, il se retrouve au-dessus de la plupart des débuts de branches professionnelles. Toutes les branches professionnelles ont des grilles de rémunération. Elles se retrouvent toutes en dessous. Y compris la branche du ferroviaire, on pourrait se dire, le ferroviaire, c'est les privilégiés, elle se retrouve en dessous du SMIC. Donc, il y a un moment donné, et d'ailleurs, le ministre de l'économie dit, c'est pas normal. Il a raison de dire que c'est pas normal. Mais est-ce que ça change? Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que si vous tordez pas le bras un minimum dans les branches professionnelles, dans les patrons, ils n'augmenteront pas les salaires. Parce qu'eux, ils ont restauré leur marge.
et pas que les entreprises du CAC 40. Ils ont tous restauré leurs marges. Et il y a un pognon de dingue. Par contre, il y a plein de gens qui sont au bord de la route et qui sont en train de crever de faim aujourd'hui. Et quand je vous dis qu'il y a des gens, y compris il y a des gens qui sautent des repas, enfin, faut écouter ça, il y a des gens qui sautent des repas. On est en France, la 7e puissance mondiale, et des gens sautent des repas. Enfin, c'est un truc de dingue. Fred. Il y a une question aussi dont on parle très peu en France, c'est le problème de l'employabilité. C'est un peu tabou, mais il y a une partie de notre société, quand on parle des emplois qui sont non pourvus, il y a une partie de la société française qui ne peut pas travailler. Il y a des gens que l'on doit accompagner. Ils sont restés trop longtemps en dehors du travail, ou même des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a le SEJ, par exemple, le contrat engagement jeune, où en fait, on paye des jeunes entre 16 et 25 ans qui n'ont pas de formation, qui sont sortis du système scolaire, etc., qui n'ont pas de travail, pour qu'ils acceptent de faire une formation gratuite. C'est-à-dire que quand on offre simplement à une certaine catégorie de la population un accompagnement vers l'emploi, ils ne s'en emparent pas. Il faut les payer. C'est à peu près 500 € par mois. Vous connaissez ça, Edwige. Donc, il y a aussi une partie de la population française que l'on doit ramener vers l'emploi. Et il y a des choses qui sont faites. Le SEJ, c'est très bien. On accompagne des jeunes qui, parfois, n'ont jamais vu leurs parents travailler, qui n'ont pas les codes sociaux, qui ne savent pas, par exemple, arriver à l'heure au travail. Ça va au-delà. Donc, dire qu'il y a tant de personnes qui ne travaillent pas et qu'on va pouvoir combler des emplois non pourvus avec ces gens-là, c'est totalement illusoire. Il y a des gens chez nous qui ne peuvent pas travailler, c'est une réalité. Et ce gouvernement, il faut le reconnaître, notamment à travers le jeune, est en train d'accompagner ces gens vers le travail. Mais ça va prendre du temps. Oui. Juste un mot, Fabien Villedieu, parce que on voit Sudrail s'afficher, évidemment, c'est votre syndicat, juste sous votre visage dès que vous prenez la parole ici sur BFM TV. Et je sais ce que pensent les téléspectateurs. Ils disent, est-ce que c'est lui qui va nous empêcher de partir à Noël en vacances? Où on en est de cette histoire? Écoutez, là, on a fait une consultation de nos adhérents pour savoir si on signait l'accord salarial. Encore une fois, l'accord salarial. L'accord qui est proposé est en dessous de l'inflation. Donc, il est hors de question. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en ce moment, on a des accords salariaux qui sont en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que vous perdez du pouvoir d'achat, ce qui est le cas 2,6%. Sur l'ensemble des salariés. Mais les roulants, c'est 4%. Sur l'ensemble des... Oui, mais bon... oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil le comptable dans le bureau que le roulant. Je suis pas là pour représenter le roulant, même si je suis conducteur de train, je suis là pour représenter tous les cheminots de la SNCF. Et donc, du coup, on est parti, on va pas signer l'accord, voilà. Mardi, on a une intersyndicale avec la CGT et on verra ce qu'on fera. Nous, en tout cas, on proposera une grève au mois de décembre. Voilà, c'est ça. C'est toujours au moment de Noël que vous proposez les grèves, quand même. Ah oui, mais les NAO, c'est pendant le mois de décembre. Il faut qu'ils décalent les NAO, quoi. Alors voilà. Vous voulez un scoop? Il n'y aura pas de grève. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent très bien qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent, parce qu'en plus, comme il y a les Jeux Olympiques, c'est l'année parfaite pour les négociations. Regardez le sourire. On va tous vous... mais bien sûr que... Alors là, pour le coup, je partage pas votre enthousiasme, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que pour lâcher de l'argent, ils ont du mal, alors que la SNCF, comme beaucoup d'entreprises, fait un pognon de dingue. Ils ont fait avec les impôts, monsieur. Non, parce pas que du tout. Tous les 2-3 ans, on met quelques milliards avec les impôts des Français pour vous renflouer. Non, pas du tout. Vous mettez de l'argent pour financer des missions de service public. À ce que je sache, le TER a des missions de service public, donc c'est normal. Comme toutes les entreprises. Je n'aurais pas dû vous lancer sur ce sujet des trains à Noël. Non, mais je ne laisserai pas dire qu'on donne de l'argent gratos. Tiens, la SNCF. Ce n'est pas vrai. Régulièrement, on renfloue les caisses de la SNCF. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Aujourd'hui, on paye 2 fois. On paye le train et on paye le ticket de train. Ça fait 10 ans. Et on paye la dette de la SNCF. Ce n'est pas vrai. Ça fait 10 ans que la SNCF fait des bénéfices. Je vous invite à regarder, sauf effectivement en 2020. Oui, mais c'est la dette. On ne va pas rentrer dans un débat technique. Mais la dette, ce n'est pas la dette de la SNCF, c'est la dette du TGV. On a demandé à la SNCF de construire des TGV et vous êtes tous bien contents qu'il y ait des TGV en France. Voilà un sujet que je n'aurais pas dû aborder. Tout ça pour vous dire que mardi, on en saura plus si on part en grève. On va attendre mardi. C'est comme la corrida à table en famille. Il ne faut jamais aborder ce genre de sujet.